Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec Mirkwood Campaign qui est un supplément pour Adventures in Middle-earth. Ça a été publié en anglais par Sophisticated Games et Cubicle 7 en 2017 et ça fait 144 pages. Retour à la gamme d'Adventures in Middle-earth avec Mirkwood Campaign. Comme pour le Rovanian Region Guide et Wilderland Adventures précédemment, il s'agit d'une transposition presque mot pour mot si le système diffère et si on trouve en annexe un bref complément inédit sur les événements de voyage adaptés à certains backgrounds qui ne m'a pas convaincu plus que ça. Une transposition, disais-je, d'un supplément de la gamme de l'anneau unique, en l'espèce Ténèbres sur la forêt noire, une campagne ou un squelette de campagne qui se déroule sur 30 années. Et même si je ne vais pas rentrer dans les détails, quelques spoilers sont à craindre, alors ouste les joueurs. 30 années, donc plus précisément, la campagne se déroule entre les années 2947 et 2977 du Troisième Âge, et se situe intégralement dans les terres sauvages, si pas toujours dans la forêt noire. Le Rovanian Region Guide est peu ou prou indispensable pour mener cette campagne, non seulement parce que certains lieux et personnages y sont décrits qui jouent un rôle parfois crucial sans qu'ils soient détaillés plus avant dans le présent supplément, mais aussi j'y reviendrai parce que le MJ sera probablement amené à développer des épisodes de son cru pour faire le lien. Quoi qu'il en soit, la campagne compte parmi ses principaux atouts une ambiance remarquable, parfaitement adaptée à l'univers tolkienien, et qui parvient à la fois à se montrer farouchement épique et foncièrement déprimante. Et c'est un aspect à prendre en compte, tout particulièrement si vos joueurs, sur un mode donjonesque plus classique, s'attendent à voir leur héros surpuissant vaincre le mal. Les PJ seront bien les héros de cette aventure, aucun doute à ce sujet, mais aussi brillants et courageux soient-ils, ils ne parviendront pas à triompher de leurs ennemis. Ils ne seront pas ceux qui vaincront l'ombre, cette tâche appartiendra à une certaine communauté, un demi-siècle après la fin de cette aventure. Ils pourront cependant retarder un peu la domination de l'ombre ou la contenir pour un temps, et il faudra leur faire sentir combien c'est déjà quelque chose d'énorme et de digne des plus grands héros. Maintenant, dans tous les cas, comme le titre de la campagne de la gamme de l'anneau unique l'exprime plus ouvertement que cette transposition des D5, les ténèbres s'abattront sur la forêt noire, sous la forme de 3 Nazgûl que Sauron, préparant son retour en Mordor, délègue pour rebâtir Dol Guldur et affecter les peuples libres du Nord dans leur ensemble, devenus trop confiants depuis la mort de Smaug et la bataille des 5 armées. Les esprits maléfiques seront usés de toutes leurs ressources pour accomplir cette funeste mission, incluant des alliés puissants comme le loup-garou et le dragon de la forêt noire ou la progéniture d'Arachne, mais aussi en tablant sur les faiblesses et la mesquinerie des hommes, des elfes et des nains, la corruption qui ronge leur cœur, la jalousie et l'arrogance qui leur font prendre les pires décisions, leur refus obstiné d'envisager le tableau dans son ensemble pour s'en tenir à la pureté illusoire et bien précaire de leurs îlots culturels plus ou moins solidement fortifiés. Oui, les ténèbres s'abattent une fois de plus sur la forêt noire et les personnages seront aux premières loges pour le constater. Plus précisément, ils seront amenés à prendre part à de nombreux événements touchant autour des hommes des bois des terres sauvages, le sort de ces derniers étant au cœur de la campagne. Et, d'une manière ou d'une autre, ce destin sera tragique. Passées ces 30 années, les hommes des bois ne seront plus en tant que tels, et leur sort affectera considérablement d'autres communautés des peuples libres du Nord, tout spécialement les Béornides et les elfes sylvains. Mais les personnages sont censés intervenir dans cette affaire à plusieurs reprises et de manière éventuellement déterminante. Il est très recommandé, à vrai dire, qu'au moins un des PJ soit un homme ou une femme des bois, afin non seulement de l'impliquer plus personnellement dans cette histoire, mais aussi de lui donner un levier, des possibilités d'action qui seraient moins justifiables pour des personnages issus d'autres cultures héroïques. Cela dit, on peut, concernant ces derniers, jouer sur les titres, amis des hommes des bois, ce genre de choses. Maintenant, l'implication n'est probablement pas aussi forte et un PJ homme des bois est donc très bienvenu, voire nécessaire. Car ces personnages pourront ainsi participer aux assemblées des hommes des bois qui, au fil de ces 30 années, auront bien des questions compliquées à régler. Et à cet égard, même si on reste dans une ambiance tolkienienne, et qui plus est rustique et ou martiale, bien éloignée des politicailleries machiavéliques du trône de fer, dilemmes, alliances de circonstances et trahisons inéluctables seront de la partie qui scelleront en bien ou en mal le destin de communautés spécifiques d'abord, celui de la culture héroïque dans son ensemble à terme. Et c'est vraiment très bien fait, très bien écrit, avec là encore une ambiance travaillée et tout à fait remarquable. Maintenant, le tragique destin des hommes des bois ne relève bien sûr pas que de la parlotte, loin de là, et des héros sont requis pour repousser des menaces autrement concrètes. Ce gros fil rouge de la campagne est en fait constitué de multiples fils rouges, qui constituent autant de trames en tant que telles. Des morts vivants s'en prennent aux hommes des bois de la brèche est, dont le statut est encore à définir. À l'ouest, les filles de la rivière elles-mêmes peuvent succomber à la corruption, et surtout, le loup-garou de la forêt noire, peu ou prou intuable, multiplie les massacres,
en même temps qu'il envenime les rapports entre les hommes des bois et les elfes sylvains, notamment quand on découvre la véritable nature de la langue de Balti. En fin de compte, cette lampe jouera un peu le rôle d'un ersatz approprié de l'anneau unique dans cette campagne. La fin de celle-ci sera largement déterminée par la décision des joueurs quant à ce qu'il faut faire de cet artefact. Dans tous les cas, la conclusion sera on ne peut plus épique. Un assaut guerrier perdu d'avance mais pas moins stimulant et éventuellement à même de porter des fruits malgré tout, ou la fuite vers Foncombe, et éventuellement un autre théâtre de jeu dans l'Eriador. J'avais déjà chroniqué les suppléments pour l'anneau unique qu'étaient Foncombe et les Vestiges du Nord. Je reviendrai si nécessaire sur leur transposition pour Adventures in Middle-earth, à savoir Rivendell Regent Guide et Eriador Adventures. Voici pour les grandes lignes. Quelques mots maintenant sur la forme de ce supplément, avec quelques vagues données techniques le cas échéant. Et d'ores et déjà, on peut relever que dans les termes de D&D 5, la campagne s'adresse à des PJ de niveau 5 au départ, et qui devraient avoir atteint au moins le niveau 15 au moment du dernier scénario. Le fait que la campagne débute avec des personnages de niveau 5 incite à jouer un prologue plus ou moins développé. Le cas échéant, la petite campagne de Wildland Adventures peut tout à fait remplir ce rôle, même si je suppose que le tout début de Mirkwood Campaign pourra paraître un peu mou après les ultimes confrontations entre les PJ et le roi au gibet. La campagne se déroule donc sur 30 ans, de 1947 à 2977 du Troisième Âge, et chaque année se voit attribuer son scénario avec phase d'aventure et phase de communauté, même si ces 30 années sont regroupées en 5 périodes plus vastes qui témoignent de ce que l'ombre s'abat toujours davantage sur la forêt noire. Maintenant, la maigre épaisseur de ce supplément, d'autant plus s'il est censé couvrir 30 années de jeu et comprendre 30 scénarios, trahit d'emblée son caractère quelque peu squelettique. Mirkwood Campaign n'est absolument pas une campagne clé en main, si ce n'est pas un bac à sable non plus. Plutôt un squelette de campagne, oui, et les 30 scénarios la composant ne sont le plus souvent que des synopsis. Cela dit, le supplément est plutôt varié à cet égard. Certains de ces épisodes sont assez développés, avec des personnages, des lieux et des événements approfondis, quand d'autres affichent frontalement leur caractère de synopsis. Par exemple, pour ce qui est de l'an de 1970, la phase d'aventure se contente peu ou prou de dire « les PJ chassent le dragon de la forêt noire ». Et pour les détails, il faudra repasser, il n'y a absolument rien concernant l'environnement, le comportement du monstre, etc. Et pour certaines années, le scénario ne consiste en fait qu'en une simple rencontre de passage avec tel ou tel PNJ, n'impliquant pas vraiment d'action, etc., et qui ne durera probablement pas le temps d'une séance de jeu complète. Pour le coup, la campagne se montre assez diverse, oui, tout en demeurant essentiellement cohérente. Certains épisodes ne constituent donc pas vraiment des aventures, et c'est normal, c'est au MJ de boucher les trous avec des scénarios de son cru. Le supplément n'en fait pas mystère, on ne peut pas se contenter d'enchaîner les années dans ces circonstances, il faut y mettre un peu de gras et de personnel. Ici, plus que jamais, le Rivendell Regent Guide est un outil indispensable, permettant au MJ d'étoffer le squelette de campagne sans quitter l'environnement de jeu, mais en prenant quelques précautions. Dans Mirkwood Campaign, tel geste ici, telle parole là peuvent avoir des répercussions cruciales des années voire des décennies plus tard. Il faut donc s'assurer que l'on ne dispose pas avec trop de liberté d'un PNJ ou d'un lieu important pour la campagne. Cette dimension de la campagne est aussi enthousiasmante qu'intimidante. Tout particulièrement en ce qui me concerne. Quand je dispose d'un cadre de jeu aussi riche et que je sors des scénarios du commerce, j'ai une fâcheuse tendance à trop me disperser au point de me perdre et de rendre l'ensemble injouable. Dans la perspective de maîtriser ma Mirkwood Campaign, il me faudra, si j'ose dire, apprendre à me maîtriser moi-même, à me discipliner. Mais cet effort personnel bien compris est un moyen de choix pour rendre l'épopée de Mirkwood Campaign plus enrichissante et stimulante pour tous, notamment en ce qu'il s'agit d'accentuer l'implication des PJ. Pour que la campagne fonctionne, ils doivent nouer des liens, et si possible plus émotionnels qu'utilitaires, avec des personnages et des lieux de la campagne, de sorte que le personnage souffre dans sa chair quand sa communauté se fait attaquer ou quand un ami succombe à la peste. Ceci étant, à ces extrêmes de noirceur, il faut probablement opposer aussi des moments plus lumineux, et qui impliquent tout autant. La campagne incite à jouer à fond de l'opposition entre ténèbres et la lumière, et je suppose que ça en fait partie. Ici, une fête qui ressoude les liens dans la communauté, là, un mariage ou la naissance d'un enfant. C'est d'autant plus important que nous parlons d'une histoire se déroulant sur 30 années, et tous les aventuriers ne comptent pas persévérer dans leurs fonctions sur une aussi longue période. À vrai dire, les chances pour que le groupe des aventuriers de 1947 et celui des aventuriers de 1977 coïncident parfaitement sont assez limitées. La mort au combat n'étant pas seule en cause, mais tout autant la progression inéluctable de la corruption, ou tout simplement la vieillesse qui incite à se poser enfin quelque part. La désignation d'un héritier peut constituer un ressort narratif utile qui permet de relancer l'aventure. Et la campagne incite à jouer de tout cela. Elle propose d'ailleurs un système très simple, permettant aux PJ de gérer leurs domaines, qui ne sont pas nécessairement fonciers, même s'ils le sont souvent.
Il ne faut certainement pas y voir un moyen d'accumuler de la fortune, mais un moyen d'ancrer les personnages dans leurs communautés respectives, de les impliquer personnellement et émotionnellement. Mais au-delà des seuls domaines, il est donc sans doute très important que les personnages nouent des liens autres que purement utilitaires avec tel ou tel personnage, etc. C'est une affaire d'immersion et la campagne n'en sera que plus forte. Et l'immersion passe par un autre aspect très important de ma code campagne et qui m'intéresse tout particulièrement, le sentiment nécessaire que le monde évolue en dehors des seules actions des personnages. Pour chaque année, la première entrée liste un certain nombre d'événements, et dans certains cas, le brave paragraphe dédié à la phase de communauté à la fin de chaque année en comprend quelques autres, ne serait-ce que des indications d'ordre climatique, avec leur impact éventuel sur les domaines. Les PJ doivent pouvoir y avoir accès. Il ne faut probablement pas tout leur dire, et certainement pas en bloc au travers d'un artifice de narration gros et lourd comme un blogueur rôliste, mais certaines au moins de ces informations doivent atteindre les PJ, des informations qui leur permettent de se faire une vague idée, je suppose qu'elle doit demeurer un peu vague, de ce qui se produit ailleurs. À vrai dire, cette approche peut être employée également pour informer les PJ d'événements auxquels ils auraient pu prendre part quand la tournure de la campagne en a décidé autrement. Les PJ ne sont pas forcément supposés jouer tous les 30 scénarios de Mirkwood Campaign. Parfois, pour des raisons de cohérence ou de dynamique interne, mieux vaut faire l'impasse sur tel épisode quand ces implications ne sont pas trop bouleversantes. À moins justement de jouer sur ce qu'elles peuvent avoir de bouleversant à terme, pour affecter les PJ et renforcer leur sentiment d'immersion, tout en leur offrant la possibilité de s'intéresser davantage, mettons, à tel coin de la forêt noire qui n'avait pas plus que ça retenu leur attention jusqu'alors. Une méthode dont je suppose qu'elle pourrait se montrer tout particulièrement utile concernant le royaume sylvestre, surtout bien sûr s'il n'y a pas d'elfes dans le groupe. Tout cela rend cette campagne un peu intimidante parfois, souvent enthousiasmante en tout cas, bien conçue et bénéficiant d'une ambiance remarquable. J'ajouterai pour conclure que ce supplément est, une fois de plus, et peut-être plus encore que ses prédécesseurs, très bien écrit, vraiment très agréable à lire, les illustrations de qualité renforcent encore le plaisir du lecteur. J'aurais juste un tout petit bémol à cet égard, je regrette un peu que le supplément ne comprenne pas vraiment de cartes spécifiques ou de plans de tel ou tel lieu, éventuellement des bons vieux donjons des familles même s'ils sont rares. Une mise à jour de Ténèbres sur la forêt noire à cet égard aurait pu se montrer utile ou en tout cas bienvenue. Ce léger regret mis à part, Mirkwood Campaign est un supplément de grande qualité et j'espère pouvoir maîtriser cette campagne ou commencer à le faire en tout cas d'ici quelques mois. À suivre donc, même si d'ici là je vais poursuivre l'exploration de la gamme, tout d'abord avec le Rivendell Region Guide. Je verrai cependant si en livrer une chronique ainsi que Dariador Adventure sera pertinent ou pas, car je m'étais déjà monté très bavard concernant Foncombe et les vestiges du Nord pour l'anneau unique.